Bienvenue à toutes et à tous. Madame, Monsieur, nous démarrons cette actualité de la mi-journée sur Forum Média Africa en Afrique centrale, plus précisément en République démocratique du Congo où le Bukavu est aux mains du M23. Après la prise de Goma en fin janvier dernier, les rebelles du M23 ont pris le contrôle de Bukavu, la capitale provinciale du Sud Kivu, vendredi 14 février 2025. Une stratégie du M23 qui accélère sa marche vers l'intérieur du pays et qui avait quelques heures auparavant pris le contrôle de l'aéroport de Kavumu. Plus de détails dans ce récit de Fonnoira. Le M23 continue inexorablement sa conquête à l'intérieur de la RDC. Le mouvement rebelle s'est emparé ce vendredi 14 février 2025 de Bukavu, la capitale de la province du Sud Kivu. Selon des sources sécuritaires et humanitaires, le M23 est entré presque sans résistance dans les quartiers périphériques du nord-ouest de Bukavu. Quelques heures plus tôt, le groupe armé avait pris le contrôle de l'aéroport provincial de Kavumu, site stratégique où étaient positionnées les forces armées congolaises FARDC et situé à une trentaine de kilomètres de la ville. L'aéroport à Kavumu était considéré comme un verrou, mais il n'y a eu aucun combat. Où sont partis les FARDC, les hommes de Pacific Masunzu, qui commandent la 3e zone de défense, des Wazalendo, des miliciens, des soldats burundais? Après, la route file jusqu'à Bukavu. Il n'y a pas d'obstacle, fait savoir un notable de la région qui a requis l'anonymat. Les soldats des forces armées de la République démocratique du Congo avaient pour l'essentiel déserté la ville la veille pour prendre la direction d'Ouvira, plus au sud. Le responsable de la police, comme le gouverneur du Sud Kivu, qui appelait pourtant les habitants des lieux au calme 4 jours plus tôt, ont également quitté Bukavu, tout comme bon nombre de personnalités officielles parties se réfugier à Bujumbura, la capitale économique du Burundi, ainsi que les troupes envoyées par ce pays pour venir prêter main forte aux soldats congolais. La prise de Bukavu, déjà tombée en 2004, aux mains de soldats dissidents de l'armée congolaise, donnera au M23 le contrôle total du lac Kivu, qui s'étire le long de la frontière rwandaise. Alors qu'il accuse une difficulté à faire face à la menace du M23 qui ignore le cessez-le-feu lancé par l'Union africaine vendredi, absent au sommet de l'UA, le président Tshisekedi a pris part au sommet de Munich sur la sécurité. Occasion pour lui de faire un nouvel appel à mettre à l'index le véritable responsable de cette situation, le Rwanda, et pour dénoncer le manque de réaction internationale aux agissements de son voisin. Si aujourd'hui mon pays a été attaqué de manière ostentatoire et que ça n'est pratiquement pas ému le monde, ça veut dire que le droit international est totalement remis en cause ici. Comment se fait-il que l'intégrité d'un pays puisse être violée, ses habitants massacrés, sans qu'il y ait des sanctions contre le pays agresseur? Par ailleurs, le chef de l'État congolais accuse désormais Joseph Kabila, son prédécesseur, d'être le vrai commanditaire de cette opposition. Inactif dans la prise d'initiative pour sécuriser son pays, Félix Tshisekedi compte sur la communauté internationale. De son côté, le président rwandais Paul Kagame a reconnu qu'il a une sympathie pour le M23 et être impliqué dans cette situation du fait de voisins déraisonnables. Cependant, il a accusé son homologue congolais de ne chercher qu'une solution militaire alors que d'autres tentent de trouver une solution pacifique. Kagame fait certainement allusion à la rencontre qu'il a eue la veille de la prise de Bukavu avec les évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo et de l'Église du Christ du Congo, venus expressément de Kinshasa pour tenter de contribuer à un règlement de la crise qui prévaut dans l'Est de la RDC. Quant à l'issue de ce conflit, elle semble jusqu'ici incertaine. Toujours concernant cette actualité à l'est de la RDC, le président Tshisekedi met en avant l'incapacité des représentants africains au Conseil de sécurité de l'ONU. Alors qu'il prenait part vendredi à la conférence de la sécurité de Munich, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a traité les représentants africains au Conseil de sécurité de l'ONU d'afficher une incapacité quant à l'issue de la crise dans l'est de la RDC. Des déclarations qui mettent en avant le manque de courage et la prise d'initiative de certains pays africains. Dites-vous, Noira, une fois de plus. Félix Tshisekedi Tshilombo en a tellement marre de la crise sécuritaire qui sévit dans l'est de son pays. Le président de la République démocratique du Congo, répondant à une question d'un membre de la délégation kenyane sur la probable issue de cette crise avec son voisin du Rwanda, alors qu'il prenait part au sommet sur la sécurité de Munich vendredi, a clairement indiqué l'incapacité des pays africains siégeant au Conseil de sécurité de l'ONU à prendre les décisions qu'il faut vis-à-vis du Rwanda. Nous avons 3 membres non permanents qui représentent l'Afrique au Conseil de sécurité de l'ONU
qui sont incapables de voter une résolution qui condamne l'action négative du Rwanda contre la République démocratique du Congo. Pour lui donc, si la crise dans l'Est de la RDC perdure, c'est à cause de cette incapacité des 10 représentants au Conseil de sécurité de l'ONU à réagir. Seulement, il ne va pas s'arrêter là. Le dirigeant congolais va relever que la situation est d'autant plus grave quand ce sont les mêmes qui bloquent l'issue de cette crise. Et ce sont eux, ces membres de l'Union africaine, qui bloquent le processus devant amener aux résolutions condamnant le Rwanda. Le président de la RDC voit que c'est un leurre que de parler d'une union, d'une unité africaine. Alors qu'il cherche éperdument une sortie de crise de son pays, Tshisekedi a accusé vendredi, sur la tribune du sommet de la sécurité de Munich, son prédécesseur, Joseph Kabila, d'être le vrai commanditaire de cette opposition. Mais il faut dire que les déclarations de Tshisekedi, quant à l'issue de la crise, avec le voisin Rwanda, viennent mettre en avant la question d'un manque de courage, de charisme, de carrure, mais surtout l'absence de prise d'initiative de la part des dirigeants africains qui ont toujours, ou plus ou moins, une position attentiste. Sauf que malheureusement, c'est le propre de la grande majorité des pays africains qui n'affichent pas toujours une solidarité, car divisés par des positions et jeux d'intérêt, ou encore qui manquent de prise d'initiative, mais brillent plutôt par des discours en attendant que quelqu'un vienne d'ailleurs décider à leur place. Une situation malheureuse dans laquelle se trouve lui-même le président Tshisekedi. Par ailleurs, les Africains semblent oublier que l'ONU et son Conseil de sécurité ne sont pas toujours en faveur de ceci. Au regard de ce fait, l'AES aujourd'hui est un cas d'école de libération des peuples africains qui doit inspirer les États africains et être enseigné comme modèle de gouvernance et de souveraineté dans les temples du savoir. Indiquons néanmoins que samedi, Félix Tshisekedi a eu un entretien téléphonique avec Emmanuel Macron et tous deux ont décidé du retrait immédiat du M23 du territoire congolais. En rappel, après la prise de Goma le 27 janvier, la rebelle du M23 appuyée par les forces de l'Alliance Fleuve Congo ont pris d'assaut vendredi Bukavu, la capitale provinciale du Sud Kivu. Merci Fonnoara, et parlons de toute autre chose à présent. Pretoria qui fait bloc face à Washington. L'Afrique du Sud n'entend pas plier face aux pressions exercées par le président américain Donald Trump qui accuse le pays de confisquer des terres après l'adoption d'une loi sur l'expropriation qu'il juge discriminatoire envers les fermiers blancs. Davantage dans ce récit. Ces derniers jours, les Sud-Africains de tous bords politiques ont serré les rangs face au décret signé par le président américain Donald Trump le 7 février. Celui-ci annonce le gel de toute aide en faveur du pays, considérant que sa loi sur l'expropriation des terres adoptée fin janvier par Pretoria serait discriminatoire à l'égard des Afrikaners, les descendants blancs des premiers colons. La suspension de l'aide a été le point culminant des frictions de ces dernières années entre les deux pays, notamment la guerre d'Israël contre Gaza, la guerre entre la Russie et l'Ukraine et le rôle prépondérant de l'Afrique du Sud au sein des BRICS et du G20. Toutefois, c'est la question foncière qui a pris de l'importance localement en Afrique du Sud. Selon les experts, l'ordre de Trump de geler les financements américains a été pris comme une ingérence extérieure dans les questions nationales et une attaque contre leur souveraineté. Notons que la question foncière est un sujet sensible dans ce pays d'Afrique australe où les terres agricoles privées sont concentrées entre les mains de quelques blancs plus de 30 ans après la fin du régime raciste de l'apartheid. Le décret de Trump a été annoncé la semaine dernière. La Maison-Blanche a cité la nouvelle loi du pays en vertu de laquelle le gouvernement de Cyril Ramaphosa aurait confisqué des terres. Des allégations démenties par le président Cyril Ramaphosa qui a refusé de céder sur la législation. Nous sommes à présent au Mali, en Afrique de l'Ouest, où le consulat de France bloque inéluctablement les passeports de l'Alliance des États du Sahel. Cette décision empêche de nombreux Maliens d'obtenir un visa pour la France et suscite une vive inquiétude au sein de la population. Cette décision serait liée à un retard administratif du côté malien. Dans ce récit, vous aurez plus de précisions. De nombreux Maliens peinent à obtenir un visa français depuis l'introduction du passeport de l'Alliance des États du Sahel, AES. Le consulat de France à Bamako rejette systématiquement ce document, plongeant plusieurs citoyens dans l'incertitude et soulevant des interrogations sur les véritables raisons de ce blocage. Selon des sources, le consulat français refuserait catégoriquement les passeports AES comme document de voyage valide dans le cadre des procédures de demande de visa. Une situation qui compromet les déplacements de nombreux voyageurs, notamment ceux confrontés à des urgences médicales, académiques ou professionnelles. De sources diplomatiques proches,
Ce blocage ne découlerait pas d'un refus officiel des passeports AES par la France. Il serait plutôt lié à un retard administratif du côté malien. Le ministère malien des Affaires étrangères n'ayant pas encore transmis les spécimens nécessaires aux représentations diplomatiques étrangères. Une situation qui empêche toute authentification des passeports. Pourtant, fin janvier, le ministre de la Sécurité, le général Daoud Ali Mohamedine, avait affirmé que toutes les démarches avaient été effectuées auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale et que les missions diplomatiques avaient été informées de l'introduction de ce nouveau passeport. Il convient de rappeler qu'entre Paris et Bamako, c'est un climat délétère depuis la dénonciation par les autorités maliennes des accords militaires, ce qui a abouti au départ définitif des troupes françaises du sol malien. Bamako s'est également retiré de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, dénonçant son instrumentalisation par des puissances occidentales dont la France. Le rejet des visas AES serait-il une mesure de représailles de Paris? Seul l'avenir nous le dira. Et nous reviendrons dans nos prochaines éditions d'information, notamment avec la réponse du côté malien concernant cette affaire de refus de passeport AES. À présent, nous parlons du Cameroun et du Tchad, où une coopération permettra de voir bientôt le chemin de fer. Le Cameroun et le Tchad seront bientôt reliés par une ligne de chemin de fer. Les travaux seront probablement lancés au deuxième semestre de cette année. Des rails qui seront le trait d'union entre Garoundéré au Cameroun et la capitale N'Djamena du Tchad. Yaoundé entend sécuriser 300 milliards de francs CFA de recettes annuelles provenant des échanges avec le Tchad. Il s'agit en réalité de l'extension de la ligne de chemin de fer longue d'environ 675 km qui part de Yaoundé pour Garoundéré, chef-lieu de la région de l'Adamawa au Cameroun. Cette ligne s'étendra ainsi jusqu'à N'Djamena, la capitale politique du Tchad, sur une distance de 878 km. Selon les autorités camerounaises, ces travaux se feront en 3 phases, dont la première s'effectuera entre la ville de Garoundéré et la localité de Moundou, longue de 385 km, la deuxième entre Moundou et Bogor et la troisième entre Bogor et N'Djamena. L'actualité se poursuit. Nous sommes à présent en Tunisie où on parle d'un conseil de ministres arabes de l'Intérieur. Les ministres arabes de l'Intérieur et de délégations de sécurité internationale se sont réunis dimanche dans la banlieue nord de la ville de Tunis au siège du secrétariat de l'organisation à l'occasion de la 42e session de leur conseil. Au menu des échanges, des sujets liés à la drogue, des crimes utilisant les technologies de l'information et bien d'autres. Plus de détails dans ce récit de Fond Noir. Face à la menace terroriste et aux défis sécuritaires qui planent autour de leur pays, les pays arabes, par le biais de leur ministre de l'Intérieur, se sont réunis dimanche au siège du secrétariat général de l'organisation à Tunis, la capitale tunisienne. Au menu, des échanges, des sujets liés à la drogue, des crimes utilisant les technologies de l'information et bien d'autres. Réunissant aux côtés du Conseil des ministres et représentants de l'Organisation internationale de police criminelle Interpol, du Bureau de lutte contre le terrorisme des Nations Unies, de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, de l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs Europol, de l'Université arabe naïf des sciences de la sécurité en Arabie saoudite et de la Fédération arabe des sports de police, cette rencontre vise à trouver une réponse aux défis sécuritaires les plus urgents du monde arabe et à renforcer la coopération policière entre l'Union européenne et les pays arabes, a rapporté l'agence Tunisie Afrique Presse. Prenant la parole à l'ouverture des travaux, le ministre tunisien de l'Intérieur, Khaled Nouri, a relevé l'importance d'une coopération arabe renforcée pour faire face aux défis sécuritaires comme le trafic de drogue, le terrorisme et l'immigration. La cybercriminalité est devenue une menace importante pour la région et nécessite une collaboration et une planification stratégique accrue entre les nations arabes. Entre autres sujets, le Conseil va discuter du projet de la 11e phase du plan de la stratégie arabe de lutte contre l'usage illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, du projet de la 7e phase du plan de la stratégie arabe de protection civile et du projet de la 2e phase du plan de la stratégie arabe de lutte contre les crimes liés aux technologies de l'information. Précisons que les travaux de cette 42e session étaient présidés par le ministre de la Défense du Koweït, Cheikh Abdullah Ali Abdullah Al-Sem Al-Sabah. Donald Trump serait-il en train d'ouvrir la boîte de Pandore en supprimant l'aide américaine étrangère dans plusieurs pays, notamment en Afrique?
Une fois de plus, l'aide américaine étrangère se retrouve au cœur des controverses. L'annonce de la suspension de l'Agence américaine pour le développement a laissé planer des doutes, donnant raison à tous ceux qui ont soutenu que ces fonds ont servi à renverser les gouvernements indésirables d'autres pays. Suivons ce reportage de notre correspondant Antoine Clairaut. Une véritable boîte de Pandore. Avec le temps, on apprend que de plus en plus de pays, de plus en plus de dirigeants ont été visés par des tentatives de déstabilisation financées par l'agence gouvernementale américaine, l'USAID. Une organisation qualifiée de criminelle par le président serbe. Parmi les actions financées par l'USAID figurent les plus récentes manifestations antigouvernementales en Serbie. Je suis littéralement stupéfait de voir combien d'argent a été investi dans mon renversement. Je veux dire, 1,5 milliard a été envoyé de l'étranger au cours des 10 dernières années. Mais quand j'ai commencé à compter, j'ai découvert qu'il s'agissait de 3 milliards d'euros. La décision de Donald Trump d'avoir mis fin à cette organisation a été saluée par de nombreux dirigeants à travers le monde, dont Viktor Orban. Fidèle parmi les fidèles, le Premier ministre hongrois estime lui aussi avoir été la victime d'entreprises malveillantes. Un énorme scandale a éclaté aux États-Unis. Le président américain a décidé de révéler combien et à qui diverses agences gouvernementales avaient alloué d'argent au cours des dernières années. Il s'avère que l'élite mondiale libérale utilisait le budget et le gouvernement des États-Unis pour atteindre ses objectifs financiers et idéologiques avec l'implication américaine dans le monde entier. C'était censé être une aide, mais en réalité c'est un instrument d'influence politique. Tout cela a renforcé le pouvoir de la gauche. Ils ont tous reçu cet argent pour renverser le gouvernement. Autrement dit, pour renforcer les partis d'opposition et renverser le gouvernement hongrois. Je vous parlais la semaine dernière de comment le parti Rêve géorgien était finalement arrivé au pouvoir en Géorgie, et ce malgré les financements de l'USAID à son encontre. En octobre dernier, des élections législatives cruciales pour l'avenir du pays se sont déroulées dans un climat délétère. Un scrutin émaillé de manifestations, finalement remporté par le parti Rêve géorgien, qualifié de pro-russe par l'Occident. Or, on apprend qu'en 2024, l'Agence américaine pour le développement a alloué plus de 111 millions de dollars pour soutenir le processus électoral, l'état de droit et la société civile en Géorgie, dont près de 42 millions de dollars rien que pour ces élections. Dans l'Arménie voisine, on réalise que cette nouvelle donne est susceptible de changer le paysage politique du pays. La décision de mettre fin aux activités de l'Agence américaine pour le développement international a semé la panique non seulement dans le monde entier, mais aussi en Arménie, car un groupe important d'activistes politiques bénéficiait des programmes américains depuis des années. En découvrant la manière dont cette organisation américaine dépensait son budget, c'est tout un plan de l'influence, de l'ingérence des États-Unis à travers le monde qui a été exposé au grand jour, pour le meilleur et pour le pire. Merci à notre correspondant pour cet élément qui vient ainsi mettre fin à cette édition d'information sur For You Média. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. À demain.